Pour rendre le scénario le plus libre possible, on a enfermé le joueur dans une sorte de bulle où ses possibilités, bien que nombreuses, sont limitées. Et si maintenant on s'intéressait à une autre problématique d'un autre type de linéarité dans le jeu vidéo? Dites-moi, vous êtes plus couloir ou monde ouvert? Il y a 4 ans, quand j'ai choisi ce sujet pour mon travail de fin d'études, j'étais motivé à travailler dessus à cause de FF7 Remake sorti la même année. En 2020, notre cher ami le Covid était passé par là et m'avait basiquement bousillé la fin de mon année, me forçant à en retaper une de plus, donc j'en ai profité pour jouer à des jeux dont FF7 Remake. Comme un gosse, j'ai pensé le jeu en long, en large et en travers, et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir les avis sur le net, majoritairement positifs, mais une remarque revenait souvent dans les défauts, le fait que ce soit un couloir. Il n'en fallait pas plus pour que je décide d'analyser la linéarité dans le jeu vidéo, et si la semaine dernière on a parlé principalement de scénario, on va s'intéresser cette semaine à tout ce qui touche au gameplay et level design. Toujours en lien avec la narration, ça reste le cœur de ce que je fais. Bienvenue dans ce storytelling sur la linéarité dans le jeu vidéo, partie 2. Bon, autant pour la linéarité dans le scénario, j'en ai beaucoup parlé pour que ça soit clair pour tout le monde, autant les choix de level design comme les couloirs et les mondes ouverts, c'est assez clair pour tout le monde, tant c'est un débat qui fait rage depuis plus de 15 ans maintenant. De mon côté, je suis plutôt du genre à préférer un couloir, principalement parce que ça propose en général une meilleure narration, et si vous avez pas encore compris que c'était mon kiff, bah voilà, vous le savez maintenant, mais surtout car les mondes ouverts, bah c'est pas toujours très intéressant, mais faisons ce que nous faisons de mieux ici, expliquons. Les jeux en monde ouvert, c'est pas quelque chose de nouveau à proprement parler, vu qu'ils existent depuis les années 70, c'est surtout notre vision de ce dernier qui a été fortement influencé depuis le début des années 2000, d'abord avec Shenmue, puis GTA 3 et enfin World of Warcraft. Mais personnellement, je pense que le studio qui a influencé l'expansion du monde ouvert, c'est Ubisoft avec une petite licence, Assassin's Creed. Le premier Assassin's Creed, en plus d'être un jeu de cœur, c'est un jeu qui avait une excellente maîtrise de sa narration et de son level design. Pour rappel, nous incarnons Altaïr, assassin orgueilleux qui perd son rang dans l'ordre après avoir fauté. Il se retrouve investi d'une mission afin de récupérer son rang, mission pendant laquelle il va évoluer et devenir un homme plus sage au fur et à mesure de l'histoire. La beauté dans le scénario d'Assassin's Creed, c'est que son monde l'utilise parfaitement pour expliquer la majorité des actions et missions qui s'y trouvent. Le jeu n'est pas entièrement un monde ouvert, mais plutôt 5 grandes zones que vous pouvez explorer librement, je suppose par souci de technologie de l'époque car le jeu était quand même magnifique à sa sortie, et cette exploration fonctionne parfaitement. En dehors de la ville de Masyaf qui vous sert de repère et du royaume qui permet de voyager d'une ville à l'autre, le joueur se retrouve à explorer 3 villes divisées en 3 zones, Damas, Acre et Jérusalem. Pour chaque cible que vous devez assassiner, il faut accomplir des petites missions, protéger un habitant, livrer un paquet, assassiner des archers, etc. Et ces dernières vous récompensent avec des informations vous servant à vous débarrasser de votre cible. Une habitude de sa part, un chemin utilisable pour l'effet de surprise, une faille dans sa garde rapprochée, bref, le jeu vous donne les outils pour accomplir votre mission comme vous le souhaitez, et ça, c'est vraiment cool. Le succès d'Assassin's Creed a forcément engendré une suite avec Assassin's Creed 2, perfectionnant tout ce qu'a fait le premier, et en ayant même droit à sa trilogie avec ses suites que sont Brotherhood et Révélation. Sauf que c'est à partir de là que Ubisoft a commencé à merder selon moi. Assassin's Creed était pensé comme une trilogie au départ, je ne sais pas si c'était du 1 à Brotherhood ou du 1 au 3, mais son succès a amené quelque chose que tout développeur et éditeur veut avoir en permanence. Money, 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 money. C'est à partir d'Assassin's Creed 3 qu'Ubisoft a décidé de faire des jeux plus grands, plus longs et malheureusement plus ennuyeux, car si faire le jeu en ligne droite est assez agréable, la surabondance d'exploration pour dire de vous faire explorer est juste lourde, créant une dichotomie scénario-gameplay dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur FF15. Le succès d'Assassin's Creed a mené à l'apparition de plus en plus de jeux en monde ouvert, et rarement pour le mieux, mais comme pour toute technique qui se démocratise, il faut des pots cassés avant d'arriver à une réussite. Skyrim en 2011, The Witcher 3 en 2015, mais pour moi, le roi des open world alors que je ne suis même pas un fan de la licence, c'est Breath of the Wild. Dans Breath of the Wild, on incarne un Link qui se réveille d'un giga dodo dans un Hyrule post-calamité, et une fois que le jeu vous a fait obtenir tous les outils pour voyager, il vous fait clairement signe de faire ce que vous voulez, et ça fonctionne magnifiquement pour une raison simple, Link doit voyager. En voyageant, il va en apprendre plus sur cette Hyrule lui étant inconnue, sur la calamité qu'est Ganon, se faire des alliés, résoudre des problèmes, obtenir un meilleur équipement et de meilleures compétences afin d'aller botter le cul de son ennemi juré. Ici, ce monde ouvert sert son scénario, donc toute cette exploration a un sens, et elle a tellement de sens que si vous décidez de juste vous dire « je suis un bonhomme, je vais aller lui casser la gueule tout de suite à Ganon », vous pouvez. Vous allez combattre 4 boss avant et un Ganon full vie qui déchire, mais vous pouvez. Bien que je ne sois pas un grand fan de la saga Zelda, ça vient de moi, j'arrive pas à rentrer dedans, je suis désolé, je ne peux que m'incliner face à Breath of the Wild qui propose un monde ouvert intéressant et qui n'est pas imposé, mais fortement recommandé, offrant donc plusieurs manières de jouer une partie selon les envies de chacun et de ne poser quasiment aucune limite. Mais cette démocratisation du monde ouvert a aussi fait naître une manière de penser avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Vous vous souvenez quand je parlais de critiques injustes la dernière fois? On y vient. La démocratisation du monde ouvert a amené au mépris des jeux qui préfèrent fonctionner en couloir, cet argument étant utilisé comme défaut. Et comme
comme dit plus tôt, ce fut le cas avec FF7 Remake, mais faire de ce jeu un monde ouvert, plutôt ville ouverte vu que le jeu ne couvre que Midgar, n'aurait eu aucun sens avec le scénario raconté par le jeu de 2020 ou même le jeu d'origine. Oui, ça aurait été grisant d'explorer Midgar de fond en comble, mais il ne faut pas oublier que dans un RPG, le scénario et le gameplay fonctionnent ensemble, pas séparément. Il faut donc qu'ils soient cohérents l'un avec l'autre. Ce qui nous amène à FF7 Rebirth. Oui, je sais, je parle beaucoup de FF, que voulez-vous, ils ont des exemples qui fonctionnent avec ce que je veux expliquer. Rebirth a un monde ouvert, et beaucoup ne l'ont pas aimé. Alors que moi, je l'ai adoré. Bon, avant d'en parler, expliquons vite Rebirth. Cloud et son groupe poursuivent Sephiroth à travers le monde. Voilà. Bah oui, Rebirth adapte tout le CD1 post-Midgar, et ça passe principalement par de la world map où on va de zone en zone en cherchant Sephiroth. Donc le monde ouvert fait sens. Je disais donc que j'avais aimé le monde ouvert de Rebirth, sauf Gongaga qui est... Mais, soyons clairs, il n'est pas parfait, mais pour une fois, je me suis vraiment plu à explorer un monde ouvert de fond en comble, et je crois que ça s'explique par un simple détail en fait. Je n'étais pas seul. Ici, on contrôle Cloud et sa bande qui va s'agrandir au fil du jeu, et donc, en explorant, je n'avais pas juste le côté contemplatif du monde avec une bande-son magnifique dans les oreilles, j'avais des interactions entre les personnages qui parlaient de tout et de rien, et tout cela fait sens car le vrai thème de Rebirth, ce sont les liens. Le jeu ayant introduit un système d'affinité entre Cloud et les autres personnages, il met l'accent sur les liens entre lui et ces derniers, et cela se voit notamment dans les quêtes secondaires qui sont disséminées dans chaque zone. La majorité d'entre elles se faisant avec un compagnon à nos côtés, qui va y aller de ses remarques et avis pour développer le lien entre Cloud et le dit compagnon. Tout cela renforce les moments où nos actions et liens développés interviennent pendant les rendez-vous du Gold Saucer, montrant l'évolution de la relation entre Cloud et le personnage l'accompagnant. D'ailleurs, Motomu Toriyama, co-directeur et designer du scénario, expliquera que tous les rendez-vous sont canons, car cohérents dans l'évolution des différents personnages. Bref, le choix du monde ouvert est cohérent et fonctionne aussi bien avec le scénario qu'avec les thèmes que le jeu veut aborder. Le reste rentre dans la sensibilité de chacun, et c'est en grande partie là que réside le problème de ce débat couloir-monde ouvert. Dire que l'un est meilleur que l'autre n'a aucun sens, car le couloir et le monde ouvert sont des techniques, des outils, des manières de concevoir un jeu vidéo qui ne sont ni bonnes ni mauvaises à la base. Ce sont les excès et les mauvaises utilisations de ces différentes techniques qui influencent les résultats. La démocratisation du monde ouvert était une conséquence de l'évolution technologique au point que la volonté d'en avoir a dépassé l'intérêt d'en avoir. Et cela menait au fait de voir les couloirs dans les jeux comme des défauts, ce qui n'est pas le cas. Dépendant de l'expérience que veulent nous faire vivre les développeurs, ils vont opter pour différentes techniques. Un scénario linéaire, une histoire à choix multiples, des zones en couloir, un monde ouvert, tout cela ne dépend que des développeurs car ce sont eux qui font les jeux que nous consommons, qui posent l'entièreté de l'univers dans lequel nous évoluons, qui nous montrent où est le début et nous disent quand c'est terminé. L'évolution de la technologie a permis aux jeux vidéo d'être plus permissifs, d'offrir de plus en plus de possibilités aux joueurs, sauf que ces possibilités, elles sont déterminées par quelqu'un d'autre et nous met face à un constat. Même quand on nous dit que nous avons le choix, nous n'avons que l'illusion du choix.